Auschwitz. Le mot seul évoque l'enfer. Je m'étais toujours représenté cet endroit comme un espace virtuel. Je situais ce point quelque part, ailleurs en tout cas. Un lieu que l'on n'atteignait qu'en traversant des étendues d'inhumanité. À 1500 km de Paris, le lieu de l'horreur absolue était plus proche que je ne l'imaginais. Au début de l'année scolaire, un voyage là-bas fut proposé à ma classe de terminale. Cette perspective de départ ne fit pas l'unanimité. Cette année, on nous donnait les clés du savoir. Le trousseau fourni était disparate, varié. Mais les 21 élèves présents sur le parvis, un dimanche de novembre, possèdent désormais une clé qui mène à Auschwitz. Qu'en faire? Où la ranger? Et d'abord, pourquoi nous la donner? Dimanche. J'ai obtenu une première réponse à ma question, fournie par Mathieu Montéard, professeur d'histoire. Pourquoi on fait visiter ce camp à des élèves? D'abord pour leur rappeler que ça a réellement existé, qu'il reste des traces réelles. Et donc, contrairement à ce que peuvent dire certains négationnistes, nous avons les preuves matérielles de l'existence des camps et donc de l'extermination de 5 à 6 millions de juifs. Le deuxième intérêt, il est de voir comment concrètement fonctionnait un camp d'extermination. Donc en visitant le camp, on voit les différentes parties de ce dispositif technique. Le camp d'Auschwitz, il a été construit comme lieu de mémoire ou comme musée, on peut discuter le terme, au sens où on peut voir les sédiments de la mémoire de l'extermination juive. On se rappelle que les soviétiques ont libéré le camp, qu'ils ont voulu en faire un des lieux de mémoire des crimes fascistes. On peut voir que les catholiques polonais, avec le Carmel, ont aussi essayé de l'intégrer à une sorte de mémoire religieuse. On voit aujourd'hui comment il est un haut lieu de la conscience et de la mémoire juive. Donc on peut voir que la mémoire du génocide juif a évolué au cours du temps, que la mémoire n'est pas absolue, qu'elle se construit et qu'elle nous dit quelque chose. J'ai interrogé les élèves pour savoir ce qu'ils pensaient d'une salle de cours à Auschwitz. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre l'histoire, d'aller sur le terrain. Pour comprendre ce qui s'est passé, on a toujours plus d'impression en voyant les faits réellement sur place plutôt que ça vaut tous les récits de mots. Seul Raphaël n'était pas d'accord. Lui avait décidé de ne pas partir. Il y a le fait qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a été déporté, qui n'est pas revenu. Donc je me suis dit, si j'y vais, c'est un devoir de mémoire. Est-ce que finalement je les pardonne ou non, ou alors pas du tout? J'y vais juste pour aller voir une sorte de tombe qui n'existe pas. Mais c'est donc la question du devoir de mémoire qui s'est imposée. Il a tout d'abord fallu en donner une définition. J'ai alors demandé à André Caspi, lors d'une conférence qu'il donnait pour nous préparer au voyage, une définition pour Raphaël. Le devoir de mémoire, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a aujourd'hui des survivants, des acteurs même de cette période. Et nous, quand nous allons sur les lieux, c'est non seulement parce que nous voulons voir, mais c'est aussi parce que nous voulons rendre hommage, nous voulons marquer notre respect à l'égard de ces victimes. J'encourage d'en parler sans... normalement quoi. Parfois ils s'emportaient, je comprends, mais c'est vraiment le courage du déporté, quoi. C'est vraiment une belle leçon de vie. Et, c'est l'humain, quoi, avant tout les bâtiments et tout, c'est les déportés, quoi, sans hésiter. C'est vrai qu'on peut penser qu'on y va, peut-être pour honorer les morts aussi. Honorer les morts, se rendre sur leur tombe. Je suis allée voir Suzanne Adache. Son père et son frère furent déportés à Auschwitz et n'en sont pas revenus. Elle n'y était jamais allée et ne souhaitait pas y mettre les pieds pour des raisons qu'elle m'exposa.
Il faudrait aller à Auschwitz comme on va au cimetière. Peut-être pour me protéger par lâcheté. Je veux pas établir ça j'ai raison de ne pas le faire. Ça a été tellement présent à ma vie, à mon quotidien, que... Non, c'est même plus grave que ça. Tout de suite après la guerre et longtemps après, il y a eu des tas de films sur les camps de concentration, Nuit et brouillard de René, et plein des films d'amateurs, ensuite Shoah, beaucoup plus tard. Enfin, tous ces films témoignages me bouleversent au-delà du possible. C'est-à-dire que je me tiens pas bien. Je pleure, je m'effondre, même d'en parler. Alors, je me protège un peu. Le devoir de mémoire, je soutiens. Sauf que je veux pas qu'on m'embête avec. Ce voyage, je l'avais compris, elle n'avait pas besoin de l'effectuer pour accomplir un devoir de mémoire. Mais nous, comment allions-nous pouvoir mettre sur cette expression obscure des mots ou des images ? J'ai interrogé mon professeur de philosophie sur cette question. Je me dis que c'est par le détail qu'on rencontre un tout petit peu, qu'on fait l'expérience à distance de ce qu'a pu être le martyre, le calvaire et la mort de ces gens-là. Est-ce que nous avons le devoir, et pourquoi, d'aller à la rencontre de ce lieu très précis, Auschwitz? Finalement, je pense que oui. Mais ce qui définit un devoir, c'est en particulier d'être totalement à penser en dehors de toute conséquence. Un devoir, c'est une obligation qui vaut pour elle-même, pas par d'éventuelles conséquences, pas parce que ça peut produire. J'oserais dire que le nazisme a à voir avec l'utopie. Le nazisme, c'est une utopie. Donc le propre d'une utopie, c'est non seulement de mettre à distance une certaine réalité, mais même de sentir le besoin de gommer cette réalité pour parvenir à une fin dont on rêve. Il y a aussi une utopie cauchemardesque. Après tout, le rêve millénariste du Führer, c'est de construire un Reich, d'élaborer un Reich nouveau, en rupture totale avec ce que l'histoire a connu. En quelque sorte, le nazisme, c'est une utopie réalisée. C'est que pour contredire une telle utopie, qui n'est pas d'ailleurs une utopie, parce que c'est paradoxal, c'est une utopie qui refuse d'être utopique, c'est une utopie qui veut être utopique, qui veut se réaliser là, maintenant, coûte que coûte. Bien, en allant à Auschwitz, on contredit ce rêve délirant d'un monde réalisé comme des malades mentaux ont pu le rêver. Donc c'est prendre parti pour la singularité, la réalité du lieu. Donc pour ça, je crois que moi je m'obligerai, grâce à vous cette année, à faire un voyage initiatique à Auschwitz. Cette expression, devoir de mémoire, n'a pris son sens que lorsque j'ai été, par hasard, jeter un coup d'œil sur Internet. YouTube, des vidéos en ligne du camp d'Auschwitz et des centaines de commentaires négationnistes ou purement antisémites dont aucun n'est censuré sur le site. J'ai donc demandé à Manuel Dieudonné si notre voyage pouvait être un remède au négationnisme. Est-ce qu'on peut raisonner la haine? Est-ce qu'on doit essayer même de raisonner une telle haine, une telle mauvaise foi complètement fermée, enfin sédimentée, close, très maligne parfois dans la façon de formuler les choses? À mon avis, non. Moi, je pense que non, c'est même une pétition de principe, c'est pas une question de logique. On ne parle pas, on ne raisonne pas l'enfer. On essaie de l'interdire, ça c'est fait. On dénonce, on combat, mais on ne va pas au-delà. Et puis nous y sommes allés, un dimanche de novembre, bien équipés contre le froid. On marchait sur des millions de morts en fait, c'est comme si on marchait dessus. Mais en même temps, je pense pas qu'on puisse s'imaginer l'atmosphère qui régnait à Auschwitz à l'époque.
Mützen ab! Namen verlesen! Wer aufgerufen wird, hebt seine Hand! Hinstehen! Jawohl! Himmel! Jawohl! Wacholder Schulen! Jawohl! Geller Fanny! Jawohl! Horowitz! Bernal! Jawohl! Faber Dorothea! Jawohl! Rothstein Voller! Jawohl! Weinberger! Markus! Jawohl! Hilberstein! Arzt! Jawohl! Mal Tabram! Hilbert! Ignace! Taube! Emanuel! Samnali Josef! Makito! Goldberg Schulim! Appell abtreten! Do pracy! Keine Möglichkeit, Burschen! Ça ressemble plus à une ville en fait, une petite ville, dans la ville en fait, comme une société à part entière, et les maisons comme elles sont sur deux étages, ça fait petite ville, comme si avec les places, les rues, les trottoirs. Le lendemain du voyage, j'ai demandé aux élèves de me donner leurs premières impressions lorsqu'ils sont entrés dans le camp. Ça m'a paru vraiment beau, enfin, c'était comme un univers vachement calme et reposé, enfin, ça m'a frappé par la beauté du lieu en fait, du cadre naturel. Le choc était visible sur tous les visages, même si certains s'en défendaient. Je suis arrivée, j'ai eu des frissons, j'imaginais tous ces déportés, comme s'il y avait leur présence en fait, comme s'ils étaient avec nous, mais c'était une ambiance froide. Au début ça allait, on considérait vraiment, on arrivait à remettre un peu dans le contexte, à se rendre compte, mais à la fin on a tellement vu de choses horribles dans une journée qu'on était un peu indifférent, désensibilisé un peu, tellement c'était atroce. Moi j'ai pas réussi justement à ressentir un moment plus fort qu'un autre.
même rien que les lieux d'Auschwitz, j'ai pas réussi peut-être à faire la distinction entre ce qui s'était passé et juste les lieux. Enfin, je veux dire, moi quand j'ai vu les maisons, j'ai juste vu des maisons, enfin les baraquements, j'ai juste vu des baraquements et des ruines et tout ce qu'il y avait autour, mais j'ai vraiment rien senti comme d'autres élèves ont pu le sentir. Ça m'a... Autant j'ai été beaucoup émue par des films, des livres, des images, mais vraiment le lieu, ça m'a... Ce choc, cette émotion, était-ce ce que nous étions venus chercher à Auschwitz? Préparer ce choc, c'est certainement se préparer à ne pas savoir comment on peut réagir. Donc c'est se retrouver complètement impuissant en se disant je ne rencontrerai pas pire comme vestige du malheur dans mon existence, et bon sang, mais je ne peux pas fondre en larmes, je ne suis pas en train de fondre en larmes, je ne sanglote pas. Il y a un décalage dont j'ai honte entre ce que je devrais voir et qui n'est pas présent. Il reste des vestiges de cette souffrance, mais la souffrance n'est pas là. Dans le voyage, il y a quand même un peu ce risque-là, le risque d'une... j'ose le mot, le risque d'une désinvolture, en complet déphasage avec ce que je pense qu'attendaient les derniers entrants dans les chambres à gaz. Donc que vais-je y faire? Que vais-je y chercher? Un sanglot? J'ai pas besoin de ça. Y aura-t-il du sens là-bas? Y aura-t-il matière à compréhension? C'est pas la compréhension qu'on va rencontrer au Auschwitz, c'est le choc affectif. Mais ce choc, a-t-on vraiment besoin de se rendre à Auschwitz pour le trouver? On rencontre un détail, mot douloureux d'ailleurs sur la question, mais un détail d'Auschwitz, et je me dis que c'est par le détail qu'on rencontre un tout petit peu, qu'on fait l'expérience à distance de ce qu'a pu être le martyre, le calvaire et la mort de ces gens-là. Est-ce que vous avez rencontré comme ça ce petit détail que vous pensez pouvoir porter et qui vous rend sensible au dérapage, à la plaisanterie déplacée, à une ambiance qui autorise de plus en plus l'antisémitisme? C'est le four à crématoire. Parce qu'ils vont dire qu'ils mettaient 4-5 personnes dans un four comme ça, comme s'ils allaient faire cuire du pain et qui reprenaient leur cendre après. C'est horrible. Bah, en fait, j'en ai plusieurs parce que, enfin, surtout à Birkenau, quand le guide nous a dit que quand on est passé à côté des fours crématoires et qu'il nous a expliqué que les trous qu'on voyait avec de l'eau dedans, il restait des cendres humaines d'il y a 60 ans. Le fait d'être là à 2 mètres de cendres humaines, c'est très, très perturbant. Enfin, ça m'a beaucoup marqué. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est à Auschwitz 1, quand on est rentré dans le four crématoire. Déjà être rentré dans la chambre à gaz, avec on voyait les trous, où sortaient les gaz, les tuyaux. C'était une salle avec plein de photos de plein de Français qui étaient allés. Et on a vu une photo, moi j'ai remarqué une photo de 2 frères de 10 et 6 ans qu'on voyait comme ça, en noir et blanc, qui étaient devant le porche de leur maison. Et c'était vraiment très triste. Et elle m'a imprégné. Et ça, je pense que c'est vraiment le souvenir dont je me souviendrai pendant ma vie. L'image qui m'a le plus marquée, c'est l'organisation du système nazi, donc avec les baraquements, vraiment tout était parfaitement agencé. Ouais, c'est ce qui m'a le plus marqué. Chacun repartait avec sa petite clé, et étonnamment, personne n'avait la même. À chaque sensibilité, un trousseau différent. Beaucoup plus tard, Manuel Dieudonné nous a expliqué qu'au départ, il était un peu hostile à ce genre de voyage. Mais il avait trouvé, en écoutant nos réponses, une raison de peut-être se rendre à Auschwitz un jour.
Le nom d'Auschwitz revenait souvent dans les conversations. Et lorsqu'en philosophie, on parla de la faillite de la culture et des humanités, je repensais à cette phrase de Romain Gary, soufflée par Cécile Lachali. La culture, c'est lorsque les mères qui tiennent leurs enfants dans leurs bras sont dispensées de creuser des tombes avant d'être fusillées. Auschwitz. Le mot seul évoque l'enfer. Je m'étais toujours représenté cet endroit comme un espace virtuel. Je situais ce point quelque part, ailleurs en tout cas. Un lieu que l'on atteignait qu'en traversant des étendues d'inhumanité. À 1500 km de Paris, le lieu de l'horreur absolue était plus proche que je ne l'imaginais. Au début de l'année scolaire, un voyage là-bas fut proposé à ma classe de terminale. Cette perspective de départ ne fit pas l'unanimité. Cette année, on nous donnait les clés du savoir. Le trousseau fourni était disparate, varié. Mais les 21 élèves présents sur le parvis, un dimanche de novembre, possèdent désormais une clé qui mène à Auschwitz. Qu'en faire? Où la ranger? Et d'abord, pourquoi nous la donner? Toi, dimanche. J'ai obtenu une première réponse à ma question, fournie par Mathieu Montéard, professeur d'histoire. Pourquoi on fait visiter ce camp à des élèves? D'abord pour leur rappeler que ça a réellement existé, qu'il reste des traces réelles. Et donc, contrairement à ce que peuvent dire certains négationnistes, nous avons les preuves matérielles de l'existence des camps et donc de l'extermination de 5 à 6 millions de juifs. Le deuxième intérêt, il est de voir comment concrètement fonctionnait un camp d'extermination. Donc en visitant le camp, on voit les différentes parties de ce dispositif technique. Le camp d'Auschwitz, il a été construit comme lieu de mémoire ou comme musée, on peut discuter le terme, au sens où on peut voir les sédiments de la mémoire de l'extermination juive. On se rappelle que les soviétiques ont libéré le camp, qu'ils ont voulu en faire un des lieux de mémoire des crimes fascistes. On peut voir que les catholiques polonais, avec le Carmel, ont aussi essayé de l'intégrer à une sorte de mémoire religieuse. On voit aujourd'hui comment il est un haut lieu de la conscience et de la mémoire juive. Donc on peut voir que la mémoire du génocide juif a évolué au cours du temps, que la mémoire n'est pas absolue, qu'elle se construit et qu'elle nous dit quelque chose. J'ai interrogé les élèves pour savoir ce qu'ils pensaient d'une salle de cours à Auschwitz. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre l'histoire, d'aller sur le terrain. Pour comprendre ce qui s'est passé, on a toujours plus d'impression en voyant les faits réellement sur place plutôt que ça vaut tous les récits de nous. Seul Raphaël n'était pas d'accord. Lui avait décidé de ne pas partir. Il y a le fait qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a été déporté, qui n'est pas revenu. Donc je me suis dit, si j'y vais, c'est un devoir de mémoire. Est-ce que finalement je les pardonne ou non? Ou alors pas du tout, j'y vais juste pour aller voir une sorte de tombe qui n'existe pas. Mais c'est donc la question du devoir de mémoire qui s'est imposée. Il a tout d'abord fallu en donner une définition. J'ai alors demandé à André Caspi, lors d'une conférence qu'il donnait pour nous préparer au voyage, une définition pour Raphaël. Le devoir de mémoire, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a aujourd'hui des survivants, des acteurs même de cette période. Et nous, quand nous allons sur les lieux, c'est non seulement parce que nous voulons voir,
mais c'est aussi parce que nous voulons rendre hommage, nous voulons marquer notre respect à l'égard de ces victimes. Ton courage d'en parler sans... normalement quoi. Et parfois ils s'emportaient, je comprends, mais c'est vraiment le courage du déporté, quoi. C'est vraiment une belle leçon de vie. Et, c'est l'humain, quoi, avant tout les bâtiments et tout, c'est le déporté, quoi, sans hésiter. C'est vrai qu'on peut penser qu'on y va, peut-être pour honorer les morts aussi. Honorer les morts, se rendre sur leur tombe. Je suis allée voir Suzanne Adache. Son père et son frère furent déportés à Auschwitz et n'en sont pas revenus. Elle n'y était jamais allée et ne souhaitait pas y mettre les pieds pour des raisons qu'elle m'exposa. Il faudrait aller à Auschwitz comme on va au cimetière. Peut-être pour me protéger par lâcheté. Je veux pas établir ça j'ai raison de ne pas le faire. Ça a été tellement présent à ma vie, à mon quotidien, que... Non, c'est même plus grave que ça. Tout de suite après la guerre et longtemps après, il y a eu des tas de films sur les camps de concentration, Nuit et brouillard de René, et plein des films d'amateurs, ensuite Shoah, beaucoup plus tard. Enfin, tous ces films témoignages me bouleversent au-delà du possible. C'est-à-dire que je me tiens pas bien. Je pleure, je m'effondre, même d'en parler. Alors, je me protège un peu. Le devoir de mémoire, je soutiens. Sauf que je veux pas qu'on m'embête avec. Ce voyage, je l'avais compris, elle n'avait pas besoin de l'effectuer pour accomplir un devoir de mémoire. Mais nous, comment allions-nous pouvoir mettre sur cette expression obscure des mots ou des images ? J'ai interrogé mon professeur de philosophie sur cette question. Je me dis que c'est par le détail qu'on rencontre un tout petit peu, qu'on fait l'expérience à distance de ce qu'a pu être le martyre, le calvaire et la mort de ces gens-là. Est-ce que nous avons le devoir, et pourquoi, d'aller à la rencontre de ce lieu très précis, Auschwitz? Finalement, je pense que oui. Mais ce qui définit un devoir, c'est en particulier d'être totalement à penser en dehors de toute conséquence. Un devoir, c'est une obligation qui vaut pour elle-même, pas par d'éventuelles conséquences, pas par ce que ça peut produire. J'oserais dire que le nazisme a à voir avec l'utopie. Le nazisme, c'est une utopie. Donc le propre d'une utopie, c'est non seulement de mettre à distance une certaine réalité, mais même de sentir le besoin de gommer cette réalité pour parvenir à une fin dont on rêve. Il y a aussi une utopie cauchemardesque. Après tout, le rêve millénariste du Führer, c'est de construire un Reich, d'élaborer un Reich nouveau, en rupture totale avec ce que l'histoire a connu. En quelque sorte, le nazisme, c'est une utopie réalisée. C'est que pour contredire une telle utopie, qui n'est pas d'ailleurs une utopie, parce que c'est paradoxal, c'est une utopie qui refuse d'être utopique, c'est une utopie qui veut être utopique, qui veut se réaliser là, maintenant, coûte que coûte. Bien, en allant à Auschwitz, on contredit ce rêve délirant d'un monde réalisé comme des malades mentaux ont pu le rêver. Donc c'est prendre parti pour la singularité, la réalité du lieu. Donc pour ça, je crois que moi je m'obligerai, grâce à vous cette année, à faire un voyage initiatique à Auschwitz. Cette expression, devoir de mémoire, n'a pris son sens que lorsque j'ai été, par hasard, jeter un coup d'œil sur Internet. YouTube, des vidéos en ligne du camp d'Auschwitz et des centaines de commentaires négationnistes ou purement antisémites dont aucun n'est censuré sur le site. J'ai donc demandé à Manuel Dieudonné si notre voyage pouvait être un remède au négationnisme. Est-ce qu'on peut raisonner la haine? Est-ce qu'on doit essayer même de raisonner une telle haine, une telle mauvaise foi complètement fermée, enfin sédimentée, close,
très maligne parfois dans la façon de formuler les choses. À mon avis, non. Moi, je pense que non, c'est même une pétition de principe, c'est pas une question de logique. On ne parle pas, on ne raisonne pas l'enfer. On essaie de l'interdire, ça c'est fait. On dénonce, on le combat, mais on ne va pas au-delà. Et puis nous y sommes allés, un dimanche de novembre, bien équipés contre le froid.